Stocker l'eau quand elle est abondante en hiver, pour arroser l'été quand il fait sec. Pour certains, c'est un écocide programmé. Pour d'autres, l'idée du siècle face au changement climatique. Ça me paraît le bon sens paysan de se dire toute l'eau qu'on a en excès l'hiver, on la remet, on la stocke pour pouvoir l'utiliser l'été. Quand j'ai commencé à travailler sur cette vidéo, en janvier 2021, j'étais vraiment très loin de me douter que la question allait cristalliser autant de tensions. Comme toujours dans mes reportages, je voulais simplement prendre le temps de comprendre, sur le terrain, chez un agriculteur qui me fasse découvrir non pas la solution, mais sa solution. Pour cette vidéo, je suis chez Gilles, que vous connaissez, Gilles Becca, agriculteur du Loiret. On va regarder ensemble les conséquences de cette sécheresse historique. Et puis on va regarder surtout ce que ça donne grâce à l'irrigation dans les maïs, dans tout ça, et voir un petit peu l'intérêt de l'irrigation L'irrigation qui est vraiment décriée et critiquée en ce moment. J'ai hâte de voir un peu ce que ça donne sur tes maïs et sur tes sols aussi. Voilà. Donc là on voit que c'est un tout petit peu plus humide sur le dessus. Et au bout de 2 cm, c'est tout sec. On n'a plus assez d'eau pour pouvoir justement semer les couverts, des couverts végétaux l'été. C'est le moment où on a le plus de soleil, où on pourrait capter le plus l'énergie du soleil pour faire de la photosynthèse. Et là, on a un sol qui est nu parce qu'il nous manque de l'eau. Ça fait combien de temps que tu n'as pas eu une vraie pluie ici dans le Loiret ? On en avait eu juste avant la moisson. Là, on avait eu une pluie significative. C'est une pluie de plus de 20 mm. Donc 5 semaines, quoi. Ouais, voilà. C'est historique, cette sécheresse ou... Est-ce qu'elle est historique ? Malheureusement, j'ai l'impression qu'on voit ça de plus en plus. Cet été 2022 préfigure ce qui sera la norme dans le futur, avec le changement climatique. Malgré ça, Gilles continue à cultiver du maïs, une culture d'été qui a donc besoin d'eau au moment où il pleut le moins. Il faut qu'on ait du vert l'été, ça c'est important. Il faut qu'il y ait dans les rotations, on ait des cultures d'hiver, des cultures d'été. C'est ça qui est important, c'est de la diversité. On va aller en chercher une dizaine. Je prends celui-là. 5. Et toi, t'en as combien là ? J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et j'en ai 4. J'en ai 4, alors on en a 10. Et on va voir ce que ça donne. Voilà. Alors on va se les garder, on va aller en plein milieu de la parcelle. On va en reprendre 10, un petit peu plus loin pour pas être sur le bord, pareil. Ah oui, ils ont une tête très différente. Ouais. Ils ont moins souffert du sec, on va voir. C'est sûr qu'on en arrache 10, ils sont tellement beaux. Ouais, ou on peut en prendre 5 pour voir, si tu veux. Mais... 1, 2, 3, 4, 5. Allez. Et puis on va voir ce que ça donne. Bon, là, tu les as pris au hasard les uns derrière les autres. Je les ai pris, Ceux-là aussi. Alors là, il y en a aussi un peu plus petit. Et là, il y a clairement un petit problème de fécondation parce qu'il n'a pas fécondé jusqu'au bout. C'est-à-dire ? Et ça, c'était lié à la chaleur. C'est-à-dire que normalement, il aurait dû y avoir plus de grains. D'accord. Si comme moi, vous êtes loin d'être incollable sur la fécondation du maïs, Gilles nous rafraîchit la mémoire. Ici, c'est la fleur mâle. D'accord. C'est là où il y a le pollen. Le pollen va tomber. Et là, sur l'épi de maïs, chaque soie est reliée à un grain. C'est pour ça qu'il y a plein de petits fils. Donc les soies, elles captent le pollen. Et donc, il faut que le pollen tombe sur une soie, ça l'emmène jusqu'à un grain. D'accord. Et c'est comme ça que se fait la fécondation. Au-dessus de 40 degrés, en fait, ça brûle le pollen. Et donc, là, toute cette partie-là, la pollinisation a commencé à se faire et là, c'est arrêté. Et ça, tu le vois vraiment que des années comme celle-ci avec beaucoup de chaleur. Oui, ça, c'est purement la chaleur. Et tu peux les utiliser et les vendre comme ça ? Ah oui, c'est pas un souci parce que nous, on va récupérer chaque grain. Et là, ces grains-là c'est des grains de maïs, il n'y a pas de problème. C'est juste qu'il nous manque des grains. Voilà, il y a une petite perte. Tous ces grains-là, ils manquent. Ceux-là, ils sont vraiment grillés, quoi. Ceux-là, ils ont avorté, en fait, parce qu'ils n'ont plus assez d'eau. Je découvre que l'absence de pluie, c'est la double peine pour le maïs. Car l'eau est non seulement indispensable à sa croissance, elle lui permet aussi de se rafraîchir pour rester sous le seuil fatidique des 40 degrés. L'hiver, le Loiret offre un paysage très différent. Là, c'est tout chez toi. Ouais, là, toutes les parcelles, c'est plein d'eau. Ici, on a des terres hydromorphes, donc c'est des terres qui gardent l'eau. C'est problématique parce que ça va asphyxier le blé. Et donc, avant, toutes ces régions par ici étaient essentiellement en élevage parce que personne n'arrivait à cultiver ces terres. C'était beaucoup trop humide. On arrivait à rentrer dans les terres seulement au mois d'avril. Il était trop tard pour faire une saison de blé et l'hiver, ça baignait. Donc, on a mis des drains dans les parcelles pour pouvoir retirer cette eau. Et c'est cette eau que maintenant on garde
Après, dans les années 90, mon père a décidé de créer une réserve d'eau pour récupérer ces eaux de drainage pour pouvoir les remettre l'été. Donc on a juste une vanne ici, on ouvre, et puis il faut 3 semaines, un mois de pluie pour que ça se remplisse. Ce qu'on peut utiliser, c'est 45 000 m3. Ça fait quand même une surface assez importante que tu peux pas cultiver. Hein. Oui, mais ici c'était des terres qui étaient très mauvaises, c'était les plus mauvaises terres de l'exploitation. On a sacrifié cette partie-là, mais pour pouvoir mieux cultiver le reste, et surtout ça nous fait une sorte entre guillemets d'assurance. La météo, c'est la loterie. Tous les ans, on ne sait pas s'il va pleuvoir ou il ne va pas pleuvoir. Les scientifiques et les ingénieurs distinguent deux grands types de réserves d'eau. Les réserves qui pompent dans une nappe, c'est le cas des fameuses méga-bassines dont on parle beaucoup, et celles qu'on appelle les retenues collinaires, alimentées uniquement par le ruissellement d'eau de pluie. Donc cette bassine, c'est ce qu'on appelle une retenue collinaire, ça veut dire qu'elle est connectée avec aucun cours d'eau et aucune nappe, c'est ça? Non, en fait le cours d'eau il est beaucoup plus bas, il passe juste en dessous. Pour l'environnement, l'impact d'une retenue comme celle de Gilles est relativement limité. Mais si on multiplie les retenues, les effets s'additionnent. La réserve de Gilles contient 45 000 m3 d'eau. En comparaison, une seule méga-bassine, dont on parle en Sèvres niortaises par exemple, ça peut contenir jusqu'à 20 fois plus. Il faut aussi préciser que chaque infrastructure alimente alors des dizaines d'exploitations. Donc comment ça marche une fois que la retenue elle est pleine? Alors c'est tout simple, là on a un tuyau qui vient chercher l'eau avec une crépine, et puis là juste derrière, on a une petite cabane avec une pompe qui va servir à pomper l'eau qu'il y a ici et l'envoyer jusqu'à soit l'enrouleur, soit la rampe qui, elle, va arroser les champs. On va aller voir ce qui se passe là-bas. On va se faire un peu mouiller. Donc là, l'objectif, c'est de mettre environ une vingtaine de millimètres, comme une grosse pluie. Là, j'en suis à mon 4e tour d'eau. Ça veut dire que chaque plante dans ce champ de maïs a vu 4 vraies pluies. Voilà, en gros, elle a vu 4 bonnes pluies. Quand on a l'habitude d'arroser son jardin, on sait qu'il vaut mieux le faire le soir en général. C'est ça l'idéal. Faut que tu m'expliques pourquoi les agriculteurs, on les voit arroser leurs champs en pleine journée. Alors le problème, c'est que moi j'ai 25 hectares à irriguer. Là, mon enrouleur, il avance à 25 mètres par heure. Ouais. Le temps de revenir à la même place, il s'est déjà passé 10 jours. Le défi, c'est vraiment d'avoir tous les 10 jours un arrosage. C'est de réussir à revenir à la même place tous les 10 jours. Si on n'arrose pas, si on ne revient pas tous les 10 jours, il y a un souci. La plante, elle ne peut plus tenir. Si on me dit, vous arrosez plus que la nuit, par exemple, la moitié du temps, j'ai plus qu'à acheter une deuxième pompe, acheter un deuxième enrouleur. Enfin, ce serait énorme en termes d'investissement. Ce qui est important, c'est d'avoir la quantité avant de commencer à semer pour savoir qu'est-ce qu'on va faire. Si on a de quoi irriguer 30 hectares de culture justement de printemps, du maïs, des betteraves, des patates, des oignons, on va faire cette quantité-là. Si on n'en a pas, on va plutôt faire des cultures d'hiver. Toi, ça t'arrive de te dire cette année, je sais pas, je donne un exemple comme ça, le maïs, on me donne un bon prix pour mon maïs, mais je ne vais pas en faire plus parce que j'ai pas assez d'eau. Je ne peux pas en faire plus. Alors c'est ce qui m'est arrivé l'année dernière, non pas par rapport à des prix ou par rapport à tout ça, mais c'est que mes colzas n'ont pas levé parce que justement, on n'avait pas eu d'eau au mois de septembre. Il a fallu que je remette quelque chose. J'ai fait le double de maïs. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait 30% de rendement en moins parce que j'ai réparti l'eau sur une plus grande surface. Il ne reste plus grand chose. Non, là ça commence à être la fin. Ça veut dire qu'il t'en reste pour combien de temps? Là je pense 5-6 jours, au mieux la semaine. Il y a un bon 10% qui reste toujours au fond pour les poissons. Sur la chaîne YouTube de Gilles, j'ai toujours trouvé ça passionnant de voir comment il a adapté son système. Pour économiser l'eau, il a aussi activé les leviers agronomiques, notamment en entretenant des sols plus vivants, qui retiennent mieux l'eau. J'avais fait un couvert avec pas mal d'espèces, de la luzerne. Par rapport aux années 90, l'agriculture française utilise globalement 40% d'eau en moins pour irriguer la même surface. Mais comment aller encore plus loin pour faire face à la sécheresse induite par le changement climatique? Toi, tu as une réserve d'eau parce que ton père avait creusé cette réserve d'eau, mais si aujourd'hui tu n'avais pas cette possibilité-là, quel serait le choix que tu ferais? Est-ce que ce serait celui-là ou un autre? Je pense que c'est vraiment le bon choix. On a trop d'eau l'hiver, donc il faut la stocker et on a besoin l'été. C'est vraiment du bon sens. Aujourd'hui, l'objectif
de cette eau, c'est pas que je la garde pour moi dans mon ruisseau, je mette une bâche dessus et que je l'utilise pas. Non, c'est de faire à manger. Ouais, c'est ça. C'est de faire à manger pour tout le monde. C'est pas l'agriculteur qui utilise l'eau, c'est le consommateur final. Toutes les retenues d'eau ont forcément un impact sur l'environnement. La question, c'est de définir à partir de quand cet impact devient un problème. Et cette question, elle est éminemment politique. C'est une question de société dont il faut débattre. Je vous propose d'en parler en commentaire. Et si mes vidéos constructives sur l'agriculture vous intéressent, pensez à les partager, laissez un pouce en l'air et abonnez-vous à la chaîne en activant la cloche pour être averti des prochaines. À très bientôt et d'ici là, restez curieux.